Depuis toujours, l'humanité a vu dans la lumière plus qu'un simple éclat, une force vitale, un souffle guérisseur, un mystère divin. De l'Égypte ancienne au Moyen Âge et jusqu'à l'aube du XXe siècle, la luminothérapie fut longtemps l'une des premières médecines, à la fois remède du corps et langage de l'âme. Mais un jour, ce savoir s'est brutalement éteint dans les années 1940 aux États-Unis, puis en Europe, effacé, ridiculisé, interdit. Que s'est-il passé? Comment cette flamme sacrée de la lumière solaire, célébrée depuis des millénaires pour ses propriétés curatives, a-t-elle pu s'éteindre du jour au lendemain? Comment sommes-nous passés sans transition d'un soleil guérisseur bien connu à la lumière froide et exclusive des laboratoires? Bienvenue sur Luminor. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire souvent occultée et méconnue d'une médecine de la lumière pratiquée depuis plus de 4000 ans. Une médecine reléguée aux oubliettes de l'histoire et supplantée sans préavis par la médecine chimique et l'industrie du médicament pendant 50 ans dans tout l'Occident. Mais une médecine perpétuée de façon surprenante en Russie soviétique et finalement réhabilitée aujourd'hui en Occident. Des progrès spectaculaires sont aujourd'hui envisagés. C'est l'histoire interdite de la luminothérapie. 1. Les origines de la luminothérapie. Aux origines de l'histoire, la lumière solaire nourrit la médecine des anciens et semble considérée comme la première source de bienfaits. En effet, dès l'Antiquité, hindous, chinois, égyptiens, grecs, romains et perses explorent les vertus thérapeutiques de la lumière pour remédier à un grand nombre de maux. Parmi les premiers promoteurs d'une médecine de la lumière figure Hérodote, le premier à relater l'héliothérapie des Égyptiens, mais aussi Cels, médecin et écrivain au 1er siècle, Claude Galien, médecin grec, et Avicenne, philosophe et médecin perse. Leur thérapie à base de lumière contribue à renforcer les fondements théologiques de leurs religions respectives, assimilant très souvent le soleil à un dieu prééminent. La plupart de ces guérisseurs adorent souvent le soleil comme un dieu, voyant bien dans l'exercice de leur métier son étonnante capacité à prodiguer la vie et à réparer les faiblesses humaines. Égypte et Grèce. Voici justement Hérodote aux portes de la ville d'Héliopolis dans le nord de l'Égypte. Nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ et la réputation étonnante des prêtres de cette ville quant à leur savoir pousse le plus fameux des historiens grecs à se présenter au-devant d'eux. Cela est-il étonnant? Non, répond Hérodote, car les Grecs les plus amoureux de la vérité viennent naturellement se former à l'école égyptienne, source de toute initiation. D'ailleurs, écrit-il dans son enquête, les Grecs ont emprunté la plupart de leurs divinités aux Égyptiens. À Héliopolis, le visiteur étranger, une fois admis, accède à des bibliothèques d'une valeur inestimable, des recueils d'observations astronomiques poursuivis durant des millénaires. Il rencontre des historiens érudits, des mathématiciens, des théologiens, des exégètes capables d'exposer le sens ésotérique des mythes, des rites, des noms divins. Le pays attire par son intelligence et par les vertus médicinales qu'il a développées au cours des siècles. Il est rempli de médecins, de spécialistes des yeux, nous dit Hérodote, de la tête, des dents, du ventre, des maladies d'origine inconnue. Héliopolis, la ville du soleil, est la métropole religieuse de l'ancien empire égyptien. On y adore depuis 25 siècles des divinités liées au soleil sous la forme d'une triade, Khépri, symbole du soleil renaissant, Ré du soleil à son zénith et Atum du soleil couchant. Toute la connaissance égyptienne de l'homme et du vivant essaye de dresser l'intelligence vers le zénith de la condition humaine. C'est donc bien naturellement que l'on pratique à Héliopolis la médecine de l'héliothérapie. Ainsi, Hérodote trouve-t-il en pénétrant dans la ville solaire des temples dédiés à la guérison, utilisant déjà les couleurs spectrales de la lumière pour traiter des maladies liées à la peau et à la vue. Cette connaissance a été confirmée de façon incroyable en 1862 avec la découverte du papyrus Eders, tenez-vous bien, daté du XVIe siècle avant Jésus-Christ. Le plus ancien des traités médicaux connus. C'est le texte le plus important pour approcher la médecine de l'Égypte antique. Il contient des sections sur les maladies de la peau où l'héliothérapie est mentionnée, c'est-à-dire la thérapie par le soleil. Elle est mentionnée notamment pour le traitement du vitiligo, appelé BAC, ou une affection similaire caractérisée par des taches blanches sur la peau.
Ces remèdes combinent des préparations végétales photosensibilisantes à une exposition au soleil, préfigurant la photothérapie moderne. On trouve ainsi à la rubrique 460, traduit du hiéroglyphe égyptien, la prescription suivante pour le vitiligo. Pour traiter les taches blanches de la peau, Bach prend des extraits de la plante Amnimagus, équivalent de l'herbe de bichat, et de Psoralen coryllifolia, broyé avec de l'huile, applique sur les lésions et expose au soleil à midi pendant plusieurs jours jusqu'à repigmentation. À la rubrique 708, on trouve un traitement des yeux enflammés qui s'apparente probablement à la conjonctivite. Si tu examines un homme dont les yeux sont rouges et douloureux à la lumière, dis « c'est une inflammation due à la chaleur interne ». Prends du collyre de larme de ré, une plante non identifiée aujourd'hui mais peut-être héliotrope. Mélangé à du miel et du natron, instille dans l'œil puis fait asseoir le malade à l'ombre le matin et au soleil doux de l'après-midi jusqu'à amélioration. Les Grecs, inspirés par l'Égypte, désignent Esculape, dieu de la médecine et de la guérison. Or, Esculape est le fils d'Apollon, le dieu solaire. Par la suite, Hippocrate, au 5e siècle avant Jésus-Christ, père de la médecine occidentale, continue de répandre le savoir sur la luminothérapie. Hippocrate observe que l'exposition au soleil améliore l'humeur, renforce le corps et aide à combattre les infections, en stimulant le système immunitaire et en régulant les humeurs corporelles, c'est-à-dire les fluides selon lui responsables de l'équilibre comportemental, la bile jaune, la bile noire, le sang et la lymphe. On se souvient des fameux caractères d'Hippocrate, le sanguin, le flegmatique, le mélancolique et le bilieux. Il prescrit des bains de soleil pour traiter les troubles cutanés et les désordres mentaux, notant que les Grecs, exposés à plus de lumière que leurs voisins nordiques, sont plus naturellement joyeux. Il explique comment cautériser des plaies en focalisant sur elles de la lumière à travers des cristaux de quartz. Dans son traité de l'air, des eaux et des lieux, Hippocrate discute des effets des climats et de l'exposition solaire sur la santé. Et il recommande même des séjours ensoleillés pour prévenir les maladies. Enfin, son serment, le fameux serment d'Hippocrate, encore aujourd'hui prononcé par les nouveaux entrants en médecine, commence par un appel à Apollon et à Esculape et sous-tend cette connexion entre lumière divine et guérison. Les Romains et les Perses. Au IIe siècle, après Jésus-Christ, Soranos d'Éphèse, médecin romain, prescrit déjà l'exposition au soleil pour les bébés atteints de jaunisse, une pratique revenue à la mode aujourd'hui et dont on va reparler. Au cœur du Moyen-Âge arabo-persan, vers l'an 1000, c'est au tour du célèbre Avicenne, Ibn Sina, d'accorder une importance vitale aux couleurs sur le métabolisme humain. Dans son canon de la médecine, écrit en 1025, Avicenne recommande l'utilisation du rouge pour l'accélération de la circulation du sang, le bleu pour son ralentissement et le jaune pour réduire les inflammations et les douleurs musculaires. Ces travaux s'appuient sur l'expertise des verriers du monde arabe, artisans de panneaux de verre d'une pureté chromatique et d'une translucidité sans précédent. Durant le christianisme, la technique convoitée des verriers du monde arabe inspire plus tard les verriers de Chartres pour l'édification des verrières et des rosaces dans les cathédrales à partir du XIIe siècle. On voit défiler dans ces premiers temples audiovisuels nombre de personnes souffrant de troubles psychiques et mentaux, attirés par la réputation curative des rayons projetés dans les cathédrales. Car le christianisme possède lui aussi son Dieu guérisseur, le Saint-Esprit Paraclet, troisième personne de la Trinité. Le XIIe siècle est aussi celui d'une femme germanique remarquable, Hildegarde de Bingen, tout juste redécouverte aujourd'hui et canonisée. Bien avant que la science moderne ne reparle des vertus thérapeutiques de la lumière, cette femme, abbesse, musicienne et visionnaire fait entrer la lumière dans la médecine de l'âme et du corps. Dans ses écrits médicaux, notamment le Physica et le Causae et Curae, Hildegarde accorde une grande place à 3 éléments. L'exposition au soleil, notamment le matin, pour fortifier le corps et l'esprit et favoriser la circulation sanguine. On en a parlé nous-mêmes dans une précédente vidéo. Ensuite, la chaleur solaire pour équilibrer les humeurs. Et enfin, l'énergie lumineuse des plantes comme vecteur de guérison. Hildegarde ausculte le terrain psychophysique et l'altération de ses humeurs dans la continuité d'Hippocrate et de Galien. Elle conseille de laisser certaines huiles et décoctions se charger des rayons du soleil avant leur usage,
persuadé que la lumière y dépose une vertu supplémentaire. Pour Hildegard, la santé n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est l'harmonie entre notre lumière intérieure et la lumière du monde. Ces intuitions, à mi-chemin entre théologie et biologie, font d'elle l'une des premières figures de la médecine de la lumière. Elle ajoute à son approche classique de la médecine humorale la dimension spirituelle qu'elle puise dans les Écritures pour augmenter la valeur curative de ses remèdes. Dans ses visions, notamment dans le Civias et le Liber Divinorum Operum, elle décrit la lumière comme l'énergie qui anime et régénère toutes les formes de vie, y compris le corps humain. Toute la création, écrit-elle, est irradiée par la lumière de Dieu, et l'homme reçoit en lui cette lumière comme souffle et chaleur de vie. Sa méthode préconise de traiter le malade comme un tout dans une approche holistique, pour lui rendre ce qu'elle appelle sa viridité, c'est-à-dire sa vigueur et sa verdeur. Des siècles plus tard, une chercheuse russe découvrira que cette viriditas, cette force photobiologique que la mystique allemande pressentait déjà, agit bel et bien dans la cellule vivante, ce qu'on appellera la photobiomodulation. On en parle juste après. Mais entre-temps, la médecine de la lumière connaît un passage à vide. 2. Des Lumières à l'âge d'or de la luminothérapie. Le siècle des Lumières, en effet, n'est pas paradoxalement source de grands progrès concernant l'étude de la lumière et de la luminothérapie en particulier. Car Descartes et Newton sont passés par là à la fin du Moyen Âge, ils ont décroché le sujet de ces sensations, isolant l'âme dans ses spéculations intérieures et le monde dans une étude froidement objective. C'est pourquoi sujet de la vision et monde éclairé ne sont dès lors plus considérés comme évoluant dans une même entité, mais dans deux sphères différentes, séparées par le jugement et la perception. Dans ce contexte, la lumière se réduit donc à un simple objet d'étude physique. On considère que Newton a déjà tout dit sur l'objet lumineux dans son traité sur l'optique paru en 1704. On s'intéresse alors davantage à d'autres propriétés périphériques au phénomène lumineux, la périoptrique, l'électricité, la gravité ou encore le magnétisme. Comme on l'a vu dans une vidéo précédente sur la révolution des couleurs en lien ici, c'est le poète allemand Goethe qui, à rebours de son époque, va faire irruption dans le monde de la science un siècle plus tard pour réintroduire l'étude physico-psychique de la lumière, notamment à travers ses couleurs. Et cela figure dans son Traité des couleurs, écrit en 1810. Goethe et les naturalistes allemands rebranchent la lumière physique à l'esprit humain et à notre sensorialité. Le 19e siècle connaît ainsi un regain d'intérêt pour les thérapies de la lumière. Et cela va de pair avec l'industrialisation massive de l'Europe qui donne naissance à des problèmes de santé publique inconnus jusqu'alors, liés à un déficit chronique de lumière dans les populations des villes enfumées, où peinent d'innombrables travailleurs enfermés dans leurs usines. Une série de maladies de déficience chronique apparaissent, le rachitisme, l'arthrite, la tuberculose, la paralysie ou encore le scorbut. Plusieurs médecins cherchent à y remédier en recourant à l'antique héliothérapie. Ainsi, en 1860, l'infirmière anglaise Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes, enseigne dans son école médicale l'importance d'une vive lumière solaire, mais aussi de l'air frais et de la propreté sur les plateaux hospitaliers. Elle est vraiment pionnière en matière d'hygiène. En 1869, l'ophtalmologiste allemand Hermann Cohn établit quant à lui une relation entre le manque de luminosité dans les écoles et la prévalence de la myopie chez les enfants. Pendant ce temps-là, en France, c'est l'apogée du Second Empire de Napoléon III et de l'impératrice Eugénie, son épouse, qui font renaître partout dans le pays des villes thermales. Et ils donnent naissance également à de célèbres stations balnéaires que vous connaissez peut-être et où vous pouvez encore passer vos vacances estivales, de Biarritz à Cabourg en passant par Granville. De nombreuses expériences en chromothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les couleurs, sont menées à partir des années 1870 en Europe et aux États-Unis. L'Américain Augustus Pleasonton, ancien général durant la guerre de Sécession, est l'auteur de L'influence du rayon bleu solaire, écrit en 1877. A-t-il été captivé par la couleur de son uniforme ? Il a manifestement été en tout cas le premier à utiliser la lumière bleue pour stimuler les glandes sécrétoires et le système nerveux. Une belle efficacité selon lui, quoique dépourvue de base scientifique solide,
dans le soulagement des douleurs comme la névralgie, l'épilepsie ou la mélancolie. Pleasanton fait ses expériences dans une chambre totalement bleue avec des verres bleus utilisés pour filtrer la lumière. On compte également le fameux Edwin Babbitt et son volumineux Principe de la lumière et de la couleur de 1878, 600 pages, qui influence toute une génération. C'est un livre culte, visionnaire et excentrique, mais reposant sur une théorie de l'éther luminifère démentie aujourd'hui. La couleur est une force électrique, écrit-il, une vibration de l'éther qui agit sur les atomes du corps. La dernière partie de cette phrase fondatrice est cependant vraie, car Babbitt a mis au point le chromodisque, un filtre en forme d'entonnoir permettant de séparer les longueurs d'onde et ainsi de jouer avec la lumière du soleil pour traiter les patients atteints de problèmes de peau. En cela, Babbitt est un précurseur des succès de la photobiomodulation dont nous allons reparler. Simultanément à ces travaux, le début du XXe siècle connaît l'ouverture de quantité de cliniques d'héliothérapie, de centres de cure et de stations balnéaires. De son côté, le médecin suisse Auguste Rollier, préoccupé par l'expansion fulgurante de la tuberculose en Europe, ouvre en altitude des centres de thérapie par rayonnement ultraviolet. De nombreux solariums revoient ainsi le jour en haute montagne dans les années 1890 à des fins curatives. En 1915, Rollier publie sa monographie « La cure de soleil ». Il relate tous les bienfaits de la lumière solaire pour guérir la tuberculose et promeut également l'école en plein air pour le développement des enfants. Le Danois Niels Finsen découvre quant à lui les propriétés réparatrices de la lumière naturelle tant pour les lésions cutanées tuberculeuses que pour le rachitisme, cette maladie due à une carence en vitamine D, en calcium et en phosphore est caractérisée par une déformation des os en développement chez les jeunes enfants. Finsen est considéré comme le père de la photothérapie. Il travaille dans un pays en haute latitude, le Danemark, où la luminosité est faible. Il développe ainsi à Copenhague divers types de sources lumineuses artificielles pour ses traitements. Il parvient à guérir le lupus vulgaris, forme de tuberculose de la peau ressemblant à une morsure de loup, en utilisant des filtres de lumière bleue condensée. Il est récompensé à ce titre par le prix Nobel de médecine en 1903. En 1910, le médecin américain John Kellogg, créateur des fameuses céréales Frosties de Kellogg's que vous prenez peut-être toujours encore au petit déjeuner, publie son volume Light Therapeutics. Il met au point une grande variété de sources lumineuses infrarouges, visibles et ultraviolettes pour traiter diverses maladies, un bain à chaleur radiante ou encore un ultraviolet avalable pour soigner les maux de gorge. Mais cet âge d'or prend fin à l'issue des années 1930 avec l'apparition de l'industrie pharmaceutique et le discrédit soudain porté à l'ensemble de la médecine traditionnelle. 3. Aube de l'industrie pharmaceutique et diabolisation des médecines naturelles. Parallèlement, le début du XXe siècle est ainsi marqué par l'avènement d'un lobby industriel pharmaceutique qui se structure et cherche de plus en plus à encadrer le développement de la médecine aux États-Unis. En 1910, John Rockefeller et Andrew Carnegie, qui possèdent les empires pétroliers et sidérurgiques, entendent s'allier pour le développement de la production pétrochimique de médicaments synthétiques dérivés du pétrole. Nous parlons là des deux hommes les plus riches de l'histoire du monde, avec des fortunes estimées en valeur monétaire actuelle, après calcul de l'inflation, aux alentours de 630 milliards de dollars pour Rockefeller et 450 milliards pour Carnegie. C'est dans le Guinness des records. Imaginez un instant l'équivalent actuel de 3 Elon Musk qui se mettent autour de la table pour envisager la refonte du système de santé américain. On crierait au scandale aujourd'hui. C'est bien ce qu'il se passe à cette époque. Rockefeller et Carnegie, les rois du pétrole et de l'acier, financent alors, via leur fondation, la rédaction du fameux rapport Flexner. Un rapport inspiré du système de santé allemand, dont le but avancé est de restructurer l'enseignement médical dans toute l'Amérique du Nord. Rien que cela. Un rapport qui va constituer un tournant historique dans l'histoire de la médecine américaine et mondiale. Sous couvert de promouvoir la santé publique, le rapport s'attache à prioriser de façon exclusive les thérapies brevetables. Il ouvre la voie à un monopole sans précédent pour les industriels du médicament
et n'hésite pas à qualifier les approches concurrentes, homéopathie, naturopathie, herboristerie, électrothérapie, de sectaires, les reléguant au rang de pseudosciences non brevetables et non rentables. Cela conduit à la fermeture d'environ 50% des écoles médicales américaines, de 155 à 66, dont la plupart des 7 écoles pour Noirs américains. La restructuration du secteur médical est totale. Mais que se passe-t-il ? Aïe, nous touchons un sujet sensible, pourtant vieux de plus de 100 ans. Non, Rockefeller n'a pas fait la guerre aux remèdes naturels, corrige cet article du Monde d'avril 2020. Ces premiers multimilliardaires avaient certes un comportement carnassier, reconnaît l'article. Leurs investissements dans des fondations philanthropiques n'étaient certes pas dénués d'arrière-pensée, les deux hommes cherchant même à se racheter une virginité pour laver leur réputation de barons voleurs. Mais on ne peut pas dire, on ne doit pas dire, que le premier titan de l'industrie moderne, John Rockefeller, ait voulu écraser la médecine naturelle. Ça, non. Son intention n'était que d'améliorer la santé de ses propres travailleurs pour les rendre plus productifs et d'aider à réformer un système de santé américain jugé catastrophique. Son influence était pragmatique et intéressée, promouvoir une médecine efficace et scientifique, alignée sur les avancées de l'époque, comme la recherche biomédicale par exemple. En somme, vouloir le bien-être de l'humanité. Par ailleurs, Rockefeller et Carnegie n'étaient pas en compétition commerciale avec la médecine naturelle, puisque celle-ci ne générait pas ou peu de bénéfices. Pour sûr, croyons cette version sur parole, la main sur le cœur. Curieusement, les auteurs de cet article du Monde ignorent la stratégie marketing utilisée dans le rapport Flexner, qui pave un véritable boulevard au lobby pharmaceutique et à son industrialisation de la thérapie. Cette technique s'appelle le framing, une des premières techniques de storytelling où l'on reformule un sujet pour orienter la perception du public. La gratuité devient amateurisme, la nature devient imprécision et la science commerciale devient sécurité. Le framing utilisé par le rapport Flexner est le premier usage institutionnel du cadrage négatif dans la santé moderne. Il a pour objectif de centraliser la légitimité médicale autour des écoles de médecine sponsorisées par les fondations philanthropiques et d'exclure les approches non brevetables. Les fondations Carnegie et Rockefeller financent à coups de milliards l'implantation concrète du modèle préconisé. Bourses, écoles, hôpitaux. Parallèlement, elles mènent un lobbying puissant auprès de l'American Medical Association pour que les écoles jugées non conformes perdent leur accréditation. Elles ont donc été indiscutablement les moteurs de ce bouleversement. Leur rôle financier est décrit dans ce livre de l'historien Richard Brown, Rockefeller Medicine Men, écrit en 1979. Le procédé est celui d'une médicalisation capitaliste, pas de répression directe, mais un remodelage structurel favorisant les thérapies brevetables. Investir massivement de l'argent sur les institutions dites conformes renforce le cadrage. Ce qui est financé est présenté comme légitime et ce qui n'est pas financé comme marginal et obsolète. La technique du framing sera complétée plus tard à partir des années 60 par d'autres outils. Tout d'abord, le triptyque peur, incertitude et doute, ou FUD, Fear, Uncertainty and Doubt en anglais. Stratégie psychologique consistant à semer la peur, le doute ou l'incertitude à propos d'une solution concurrente, souvent gratuite, ouverte ou naturelle, pour pousser le public vers un produit jugé plus sûr ou plus crédible. Également, la technique de la disqualification cognitive, une stratégie cette fois plus rationnelle qui consiste à décrire une méthode gratuite ou naturelle comme dépassée, irrationnelle ou pseudo-scientifique pour créer en même temps le besoin artificiel d'un produit payant. Une forme de biais d'autorité exploitée dans le marketing médical mais aussi nutritionnel ou technologique. Voilà comment s'opère l'établissement d'un nouveau système de santé axé sur la réussite technique. Certes, avant l'arrivée du mania du pétrole, Rockefeller sur le marché du médicament, les États-Unis avaient connu un développement anarchique de leur réseau de médecins, depuis la guerre de sécession et la conquête de l'Ouest. L'administration américaine avait sans doute besoin d'être plus regardante sur la compétence de ses praticiens, parfois formés à la va-vite durant la guerre civile, ou bien dans des cabinets privés ou centres de formation lucratifs, sans véritable certification. Certes, mais était-ce pour autant une raison suffisante de fermer une grande partie des établissements, dont ceux déplaisant à l'industrie du médicament ?
En vérité, c'est un véritable changement de paradigme qui s'opère en 1910 et qui va affecter les systèmes de santé occidentaux jusqu'à aujourd'hui, y compris en Europe, d'où la sensibilité du sujet. Nous vivons encore dans ce modèle. Selon l'étude bilan Duffy de 2011, 100 ans plus tard, le rapport Flexner, s'il a permis une révolution technologique incontestable, porteuse de nombreuses innovations, a en même temps signé le passage à une médecine fonctionnelle, focalisée sur les résultats, à l'orientation mercantile excessive, qui va progressivement ignorer le malade et éroder la confiance dans la profession. La profession, résume l'auteur, semble perdre son âme au moment même où son corps se pare d'un vêtement lumineux de savoir scientifique. Et de comparer la nouvelle médecine au Faust de Goethe, dévoré par la soif du savoir et allant jusqu'à vendre son âme. L'étude conclut: le rapport Flexner a engendré des dysfonctionnements dans la structure de l'enseignement médical américain. L'engouement de la profession pour le monde hyper-rationnel de la médecine allemande a conduit à une excellence scientifique déconnectée de l'excellence clinique. L'œuvre de Flexner était dénuée de toute dimension humaine, dépourvue de la dimension humaine essentielle. Dans les années 30, la chasse aux sorcières ne fait que commencer. Elle s'amplifie suite à une découverte révolutionnaire dans le monde du médicament lorsque le Britannique Alexander Fleming met au point le premier antibiotique, la pénicilline. Cette découverte apporte d'un coup sur le marché un remède miracle qui révolutionne la pratique de la médecine. Sous l'impulsion du lobby pharmaceutique déjà puissant à cette époque, l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la fameuse FDA, Food and Drug Administration, obtient des pouvoirs accrus de répression, à travers notamment l'adoption du Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Certes, les fondations Rockefeller et Carnegie n'ont aucun pouvoir de répression directe, comme l'affirme l'article du Monde, mais elles ont créé tout un écosystème pro-pharma au sein même de la FDA, qui va se charger de la répression. La FDA rend progressivement illégale la plupart des pratiques de luminothérapie et poursuit ses promoteurs. Harry Spitler, auteur de la méthode d'optométrie syntonique développée dans les années 1920 pour appliquer directement des faisceaux de lumière colorés à l'œil, est contraint de fermer son école. Le célèbre chercheur indien Dinsha Gadiali, installé aux États-Unis, auteur du spectrochrome, est poursuivi dès 1931. La FDA lui reproche son manque de certification et va le poursuivre toute sa vie. Gadiali a créé cette machine, le spectrochrome, composée d'une lampe à incandescence avec 12 filtres colorés qu'il présente comme capable de guérir une vaste gamme de maladies, du diabète à l'épilepsie en passant par les brûlures ou la paralysie, sans médicaments ni chirurgie. Mais comme beaucoup d'études scientifiques à cette époque, les expériences en luminothérapie ne sont pas randomisées, c'est-à-dire soumises à des tests en aveugle permettant d'isoler l'effet placebo. La FDA accuse le spectrochrome de publicité trompeuse. Mais Gadiali persiste et signe. Il fonde l'Institut Spectrochrome à Malaga dans le New Jersey et forme des centaines de praticiens. La FDA contre-attaque. En 1947, elle force Gadiali à détruire tous ses livres, documents et recherches et le somme de fermer son institut. En 1958, enfin, elle soumet son œuvre à une injonction permanente qui ne sera pas levée même au lendemain de sa mort en 1966. La nouvelle médecine chimique reposant sur les principes de stimulation artificielle et de neutralisation des cellules malades l'emporte, car les industriels ont compris d'emblée l'intérêt qu'ils avaient d'exclure les médecines traditionnelles peu coûteuses du monde de la recherche et de les diaboliser. Si bien qu'à partir des années 1950, la plupart des laboratoires et des ustensiles permettant l'usage de la luminothérapie ont disparu des hôpitaux et des cliniques à travers le monde occidental. Des pans entiers de la recherche en médecine sont abandonnés au nom de la nouvelle pharmacologie. Ils sont mis à l'index du charlatanisme, mais la recherche scientifique sur la luminothérapie va tout de même survivre, loin des États-Unis et de l'Europe. Une grande part de l'histoire va désormais se jouer à l'Est. 4. Un nouvel âge d'or en Russie soviétique et post-URSS. Alors, pendant que la photothérapie s'éteint à l'Ouest, une autre histoire s'écrit dans le silence des laboratoires de l'Est. En Union soviétique, mais aussi en Allemagne de l'Est, sous le régime communiste, des chercheurs poursuivent leurs expériences sur la lumière.
Une question se pose cependant rapidement. Comment peut-on expliquer l'intérêt soviétique pour la luminothérapie alors que le régime est carcéral, totalitaire et envoie des millions de citoyens au goulag? C'est une vraie question. Cet essor paradoxal de la luminothérapie en URSS n'est pas sans raison. En effet, l'appareil étatique central est confronté à des défis sanitaires et économiques bien réels. Les hivers sibériens causent un rachitisme très répandu et la productivité du travail forcé requiert des traitements rapides et économiques. Le succès des travaux de Finson sur le rachitisme et son prix Nobel en 1903 ont éveillé l'intérêt du Kremlin, si bien que la photothérapie est intégrée dès la fin de la Première Guerre mondiale comme médecine prolétarienne accessible et surtout rentable. En 1920, Lénine promulgue son décret sur l'utilisation de la Crimée pour le traitement médical des travailleurs. Le Code du travail de 1922 officialise des congés obligatoires et durant toute la période soviétique, des sanatoriums sont construits en Crimée et dans toute l'URSS. Une grande partie d'entre eux sont toujours en activité ou ont été rénovés comme celui de Sotchi en 2019. Les règles de séjour depuis se sont bien sûr assouplies. Sous Lénine, les sanatoriums sont en fait un mélange d'établissements médicaux et de stations thermales. Les citoyens soviétiques y séjournent au moins 2 semaines par an grâce à un chèque financé par l'État, conformément à l'idéologie en vigueur à l'époque, travailler dur, se reposer dur. Le repos et la convalescence dans les sanatoriums ne sont pas synonymes de farniente, attention, mais ils consistent en fait en un programme de traitement et d'exercices variés, appliqué avec une grande rigueur à l'époque, pour entretenir ses forces et réfléchir aux idéaux socialistes, seul loin de sa famille. En dehors des temps de vacances forcés, des lampes à UV sont massivement produites par l'économie russe pour stériliser, booster l'immunité et maintenir la main-d'œuvre en priorité dans les écoles, mais aussi dans les usines dépourvues de lumière, les usines sidérurgiques, hydrocarbures, métallurgiques en particulier. Les lieux de travail en sont équipés. Des séances dans des sanatoriums étatisés sont même rendues obligatoires pour y pratiquer des bains de lumière. Quel est l'objectif à tout ça? Reconstruire le corps prolétarien. Car oui, le système stalinien a besoin pour sa propre survie de promouvoir une thérapie dite libératrice au service d'un État répressif. La science est ici au service de la survie, celle du petit peuple aussi bien que celle du pouvoir. La lumière thérapeutique incarne la métaphore de l'illumination marxiste et l'outil d'une propagande hygiéniste. À l'abri des grandes revues occidentales, les soviétiques bâtissent ainsi un empire scientifique parallèle. Bien que les usages de la luminothérapie en URSS révèlent des pratiques incertaines ou obsolètes, de réels progrès scientifiques vont voir le jour après la mort de Staline en 1953. Ainsi, dès les années 1960, les physiciens soviétiques sont les champions du laser. Alexandre Prokhorov et Nikolai Bassov reçoivent à ce titre le prix Nobel de physique en 1964. Les laboratoires du Kremlin conçoivent des lasers hélium-néon et commencent très vite à explorer leurs effets sur la régénération tissulaire. C'est la naissance de la thérapie laser de basse intensité ou Low Level Laser Therapy, la fameuse LLLT. Dans les hôpitaux militaires et civils de l'URSS, on expérimente à grande échelle psychiatrisation accélérée, apaisement des douleurs, stimulation immunitaire, traitement des ulcères et des neuropathies. Des centaines, voire des milliers d'articles sont publiés souvent en russe dans des revues internes, inaccessibles à l'Ouest. Il est très difficile d'évaluer le volume exact de cette littérature. Presque personne n'en a connaissance en Occident, on suit tout cela de très loin. Et pourtant, ces travaux posent les fondations de ce qu'on appellera plus tard la photobiomodulation. L'idée que certaines longueurs d'onde peuvent dialoguer directement avec nos cellules. Si ces longueurs d'onde ne proviennent pas de l'éther luminifère, comme le pensait Edwin Babbitt, nous découvrons néanmoins qu'elles sont bien en relation avec la structure biochimique de notre corps. Parmi les pionniers, on trouve les chercheurs russes Oleg Skobelkin, Sergei Moskvin, Yuri Vladimirov, Vladimir Letokov. Et parmi eux une femme, Tina Karu, biophysicienne estonienne installée à Moscou,
Elle seule sera connue à l'international. En 1995, malgré l'effondrement de l'URSS et en pleine débâcle de la Russie post-soviétique, elle réalise une découverte fondamentale. Elle découvre que la lumière rouge et proche infrarouge active une enzyme essentielle de la respiration cellulaire, la cytochrome C oxydase. Cette découverte prouve que la lumière ne se contente pas d'éclairer la surface du corps, elle stimule la vie au cœur même des mitochondries. À partir de là, la médecine soviétique développe la laséroponcture, une acupuncture sans aiguille fondée sur de minuscules faisceaux lumineux. On stimule les points d'énergie par le laser pour soulager la douleur, diminuer les inflammations, renforcer l'immunité. Cette approche, aujourd'hui appelée thérapie par photobiomodulation, naît à Moscou dans les années 1970, bien avant qu'elle ne soit popularisée à l'Ouest. Encore aujourd'hui, la Russie conserve une avance considérable dans la recherche sur la lumière. Des lampes à quartz sont utilisées pour désinfecter les rames dans le métro de Moscou. Les centres médicaux de Saint-Pétersbourg ou de Novosibirsk travaillent sur la neurostimulation lumineuse, la régénération tissulaire ou encore la médecine du sport. Un âge d'or discret, longtemps méconnu et lié à une histoire trouble, mais essentiel pour comprendre la renaissance mondiale de la luminothérapie. À l'Ouest, en effet, pendant ce temps, la lumière est devenue un sujet complètement tabou, on le sait maintenant, durant plusieurs décennies, jusqu'à la fin de la guerre froide. 5. Renaissance discrète à l'Ouest depuis les années 1990. Avec la chute du rideau de fer, la lumière repasse les frontières. Les archives russes circulent, les congrès s'ouvrent et la photothérapie retrouve lentement droit de cité dans les laboratoires occidentaux. 3 figures vont marquer ce renouveau. John Ott d'abord, pionnier de la malillumination. Il démontre que le spectre lumineux influence la croissance, le comportement et même la santé mentale. Ensuite, Norman Rosenthal, psychiatre au National Institute of Mental Health. En 1984, il identifie le trouble affectif saisonnier, le SAD, Seasonal Affective Disorder, et prouve que la lumière peut soigner la dépression hivernale. Enfin, Fritz Hollwich, ophtalmologiste allemand, explore le rôle de la lumière dans le métabolisme humain et l'équilibre hormonal. Et puis vient Jacob Lieberman. En 1991, il publie Light Medicine of the Future et y développe une idée vertigineuse. Le corps humain est une cellule photovivante activée par la lumière solaire. Lieberman imagine déjà la photothérapie dynamique capable de détruire les tumeurs par laser et molécules photosensibles. Il prédit qu'un jour, les lasers remplaceront les scalpels et la photothérapie la chimiothérapie. La science redécouvre ainsi la puissance de la lumière naturelle à la fin du XXe siècle. Que se passe-t-il en réalité ? L'Occident a discrètement retourné sa veste. À partir des années 2010, nous sommes même entrés dans l'ère du faux scepticisme rationnel. Avec la montée des médecines génératives, le regain d'intérêt pour la lumière, le microbiote, la méditation, l'industrie pharmaceutique ne peut plus ignorer ces tendances. Alors elle change de tactique. Elle récupère les thèmes luminothérapie, probiotique, phytothérapie, tout en discréditant les pratiques libres ou artisanales. Ainsi en est-il des campagnes soulignant par exemple les dangers des lampes non certifiées, pour promouvoir les dispositifs médicaux de luminothérapie. C'est un feu de scientifique introduit dans l'opinion publique, la peur de la non-réglementation. Aujourd'hui, les études américaines démontrent tranquillement que la lumière naturelle régule la tension artérielle, le glucose sanguin, la respiration et même la résistance au stress. La lumière du soleil, loin d'être un simple confort visuel, devient à nouveau un facteur de santé globale, physique et psychique, et l'on peut s'en féliciter. Ces redécouvertes s'accompagnent en effet d'applications concrètes, certaines sont déjà validées, d'autres encore expérimentales. 6. Usage naturel et preuves scientifiques, exemples concrets aujourd'hui. Voyons dès à présent quelles sont les grandes innovations permises par le renouveau de la luminothérapie aujourd'hui. Tout d'abord, et depuis longtemps, l'ictère néonatal, la jaunisse. Aujourd'hui encore, la photothérapie bleue pour les nouveau-nés reste l'exemple le plus solide. Cette lumière transforme la bilirubine en composé hydrosoluble que le foie peut éliminer. Un geste simple, indolore, qui sauve chaque année des centaines de milliers de vies d'enfants et de nourrissons. Deuxièmement, les troubles affectifs saisonniers et la dépression.
Comme on l'a vu dans une vidéo précédente, pour les dépressions saisonnières et durables, la luminothérapie est désormais une pratique médicale reconnue. Une exposition quotidienne à 10 000 lux pendant une trentaine de minutes suffit souvent à restaurer le rythme circadien et l'équilibre hormonal. Les études confirment une nette amélioration de l'humeur et de l'énergie. Troisièmement, application à l'insomnie chronique. Les recommandations européennes de 2024 intègrent à présent la luminothérapie comme traitement de première ligne pour l'insomnie, soutenu par une méta-analyse récente confirmant son innocuité et son efficacité. Elle aide à réguler les rythmes circadiens et à diminuer la sécrétion de mélatonine excessive le soir. Quatrièmement, la photobiomodulation, dont on a parlé, douleur, cicatrisation et neurologie. La photobiomodulation, héritière directe des travaux russes, utilise des LED rouges ou infrarouges pour stimuler la régénération cellulaire. Les essais cliniques montrent des effets positifs sur la cicatrisation des plaies, la douleur post-opératoire ou encore les blessures musculaires. En neurobiologie, la thérapie infrarouge transcrânienne ouvre une voie nouvelle. Grâce à la pénétration du rayonnement infrarouge sous le cortex, les chercheurs essaient à présent de régénérer des neurones endommagés. On l'expérimente aujourd'hui contre la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, les AVC ou bien les troubles cognitifs légers. Ces découvertes s'appuient sur un principe fascinant, la neuroplasticité lumineuse, c'est-à-dire la capacité du cerveau à se réorganiser sous l'effet de la lumière. Cinquièmement, dermatologie et médecine esthétique. En dermatologie, la lumière est devenue un outil du quotidien. Le bleu pour traiter l'acné, le rouge et l'infrarouge pour relancer la production de collagène, réduire les cicatrices, rajeunir la peau. Certaines pratiques restent cosmétiques, d'autres sont pleinement médicalisées selon le dosage et la durée d'exposition. Sixièmement, médecine dentaire et photopolymérisation. La lumière bleue trouve aussi sa place en dentisterie restauratrice, comme vous avez pu vous en apercevoir chez votre chirurgien dentiste. Elle durcit les résines composites photopolymérisables, plus sûres et plus esthétiques que les anciens amalgames au mercure. Septièmement, les thérapies émergentes, laséroponcture et bien-être. La laséroponcture, née en URSS, revient aujourd'hui sur la scène mondiale. En Europe et aux États-Unis, des essais cliniques testent aujourd'hui cette méthode combinant acupuncture et faisceaux lumineux pour soulager la douleur, réguler le stress et stimuler le métabolisme. Huitièmement, technologie grand public et rythme circadien. Enfin, les objets de luminothérapie se démocratisent. Simulateurs d'aube, lunettes lumineuses, lampes LED circadiennes. Ces technologies cherchent à rééquilibrer la production naturelle de mélatonine et de cortisol, facilitant le réveil et améliorant le sommeil. Mais ces solutions ne remplacent pas la lumière du soleil. Jacob Lieberman le rappelle, la lumière artificielle soigne, mais seule la lumière du jour guérit. La lumière, physique et symbolique, nous relie à la nature, elle régule nos cellules, mais aussi, peut-être, notre esprit. Neuvièmement, il y a la révolution la plus spectaculaire, l'optogénétique. Ici, la lumière ne soigne plus seulement les tissus, elle commande directement les neurones. Tout commence en 2002 avec les travaux de Carl Desserot à Stanford. Son équipe découvre qu'on peut insérer dans les neurones des protéines photosensibles venues d'algues microscopiques, les canalrhodopsines. Ces protéines réagissent à la lumière bleue et ouvrent des canaux ioniques dans la membrane neuronale, déclenchant un influx électrique à la demande. En implantant de fines fibres optiques dans le cerveau d'animaux de laboratoire, les chercheurs peuvent désormais activer ou inhiber des circuits neuronaux précis. Une impulsion lumineuse et une émotion, un souvenir ou un comportement peuvent apparaître ou disparaître instantanément. Cette technologie fascinante et vertigineuse a bouleversé les neurosciences. Elle a permis d'identifier les réseaux neuronaux de la peur, de la motivation, de la dépendance ou encore de la mémoire. Des versions thérapeutiques de l'optogénétique commencent à être testées chez l'humain, notamment pour la rétinite pigmentaire, une forme de cécité héréditaire. En 2021, un patient français a partiellement retrouvé la vue grâce à cette approche. Un capteur optique implanté dans la rétine a transformé des signaux lumineux en signaux neuronaux interprétables par le cerveau. C'est la renaissance d'une vision photoguidée, la lumière comme lien direct entre l'environnement et la conscience. Aujourd'hui, l'optogénétique inspire de nouvelles pistes pour traiter la dépression, la schizophrénie ou la douleur chronique.
Elle redonne à la lumière un rôle qu'on pensait réservé aux mythes, le pouvoir de réactiver la vie, cellule par cellule, pensée par pensée. Ainsi, du soleil antique au laser soviétique, des lampes médicales aux fibres optiques du cerveau, l'histoire de la lumière en médecine n'est pas terminée, elle ne fait peut-être que commencer. Conclusion sur le retour de la lumière. La lumière, dans son voyage à travers les âges, aura connu toutes les métamorphoses. Elle fut divine, médicale, philosophique, industrielle, numérique. Elle a quitté les temples pour les microscopes, les vitraux pour les écrans. Mais toujours elle revient comme une mémoire du vivant, une respiration du monde. Du dieu Ré à Hildegarde de Bingen, de Finsen à Tinakaru, de la viriditas médiévale au biophoton contemporain, c'est la même intuition qui se poursuit. La lumière n'est pas juste un phénomène extérieur, c'est la signature même de la vie. Aujourd'hui, la science confirme ce que les sages pressentaient, chaque cellule, chaque portion d'ADN répond à la lumière. Un merveilleux dialogue secret entre matière et lumière. Nous sommes littéralement faits de cette clarté que nous cherchons. Et si la luminothérapie renaît aujourd'hui, après plusieurs décennies d'interdiction en Occident, ce n'est pas simplement comme une technique médicale, c'est le signe plus profond d'un retour du sens, d'une volonté de réconcilier la matière et l'esprit, le visible et l'invisible, la science et la contemplation. Et sans doute est-ce cela le véritable horizon de la modernité, non pas dominer la lumière, mais l'habiter à nouveau, pleinement.